La survie en pleine nature à l'échelle mondiale devient réalité. Parce que les ressources de la Terre sont épuisées, chaque pays sélectionnera 100 participants. Les ressources obtenues lors de la survie en pleine nature seront rendues 10 000 fois au pays. Et toi, en tant qu'étudiant universitaire? Tu figures de manière surprenante sur la liste des participants. Tout le monde pense que l'étudiant fragile ne peut pas survivre en pleine nature. Ils craignent que tu ne meures de faim le premier jour dans la nature. Mais ils ignorent que ce que tu préfères habituellement, ce sont les expéditions en pleine nature. Même si on te jette dans une forêt vierge, tu peux survivre seul pendant 2 ans et demi. En rouvrant les yeux, tu te retrouves dans une forêt vierge. Une voix froide retentit, bienvenue dans Astérisque les terres sauvages des fantômes Astérisque. Cette édition compte un total de 11 700 participants. Chaque personne recevra obligatoirement une tenue de protection, un sac à dos multifonction et une gourde isotherme. De plus, chacun obtiendra au hasard 3 compétences de survie. Je dois vite voir ce qu'il y a dans le sac. Tu ouvres immédiatement le sac que tu viens de recevoir, à l'intérieur se trouve une pelle de tranchée. Une petite casserole en fer et un rouleau de fil de pêche. À ce moment, les spectateurs du live ont un choc, car le représentant des États-Unis, Jacques, a obtenu un couteau militaire, un briquet à silex, un arc et des flèches. La Russie a obtenu un couteau de combat, un couteau de survie et un kit de premier secours en extérieur. Comparé à ton équipement, c'est bien trop supérieur. Cet équipement est vraiment trop vague. L'étudiant fragile ne tiendra probablement pas un jour. L'équipement des États-Unis et de la Russie est vraiment trop fort. L'écart est énorme. Alors que les spectateurs du monde entier discutent vivement de l'équipement des participants de chaque pays, une voix froide retentit au-dessus de la tête de tous les participants. Avertissement, le participant Abdoul a été tué par un ours brun géant. Nombre actuel de survivants, 11 699. Tout le monde devient soudainement tendu, réalisant qu'ils sont confrontés à une épreuve de vie ou de mort. Pendant ce temps, toi, tu viens d'enfiler la tenue de protection et le sac d'eau. Tu observes l'environnement autour de toi, l'humidité est très élevée. Le sol est meuble, la végétation est abondante. C'est une forêt de feuillus tempérés typique. D'après le soleil au-dessus de ta tête, il doit être environ 10 heures du matin. À ce moment, l'interface du système apparaît sur ta rétine. Bienvenue dans le système de pointage en pleine nature. Tous les 3 jours de survie, tu pourras effectuer un pointage à l'emplacement actuel. Retour au secteur 54 de la zone sauvage. Offre au porteur un pack de démarrage pour débutants et la perception environnementale de niveau maître. Instantanément, une force étrange envahit ton cerveau, la direction du vent, l'humidité, les traces d'activité animale et l'état de croissance des plantes. Toutes ces informations affluent comme une marée dans ta perception. À 300 mètres, il y a un ruisseau dont l'eau est claire et directement potable. À 700 mètres au nord-ouest, une grotte naturelle est propice à la construction d'un abri. Devant toi, des excréments d'ours indiquent la présence de grands carnivores. Voilà ce qu'est la perception environnementale de niveau maître. Avec cette compétence, tu pourras manger 91 repas en 3 jours, n'est-ce pas? De l'autre côté, au quartier général du pays du Dragon, une immense salle de réunion abrite des centaines d'experts en survie. Sur un énorme écran, le live des 100 participants est diffusé. Le live de l'Anjou compte 80 millions de spectateurs, celui de Chenu 60 millions. Quant à ton live, seuls 300 000 spectateurs le regardent. La plupart des spectateurs pensent que l'étudiant fragile n'a rien d'intéressant à voir. À ce moment, un homme d'âge moyen entre rapidement dans la salle de réunion. C'est Li Jianjin, ministre de la gestion des urgences du pays du Dragon. Li Jianjin déclare, nous devons mettre en place un commandement suprême pour fournir un soutien technique et psychologique aux participants. Conformément aux règles de la nature sauvage, nous pouvons envoyer un message de moins de 100 caractères par semaine aux participants. De ton côté, tu avances vers le ruisseau situé à 300 mètres. Lorsque le ruisseau apparaît dans ton champ de vision, même toi tu ne peux t'empêcher d'avoir les yeux qui brillent, car il a l'air tellement propre. De plus, les reflets argentés qui scintillent parfois dans l'eau prouvent encore plus que c'est une eau naturelle de qualité, parfait pour pêcher. Commençons par résoudre le problème de la nourriture. Tu enlèves donc ton sac à dos, déroules le fil de pêche et l'hameçon, puis tu trouves une branche pour assembler une canne à pêche. Avec la pelle de tranchée, tu déterres plusieurs lombrics bien gras. Cette série d'actions semble simple mais est en réalité remarquable. Peu après, tu trouves un endroit et lances l'hameçon. 2 minutes et demie passent sans rien. Dans le live, certains commencent à s'impatienter. Pourquoi aucun poisson ne mord? N'y a-t-il vraiment pas de poisson ici? C'est vraiment un étudiant fragile, il ne sait même pas pêcher. Mais à ce moment-là, le fil de pêche se tend brusquement. Tu serres la canne en ressentant une énorme traction sous l'eau. Ce poisson pèse au moins 2,5 kg. Le poisson fait des zigzags dans l'eau, essayant de se libérer de l'hameçon. Mais ta technique est très experte, tu ne tires pas violemment sur la canne. Tu le guides plutôt vers les eaux peu profondes. Finalement, après 2 minutes et demie, une carpe d'un demi-mètre est traînée sur la berge. À ce moment-là, la voix froide du système retentit dans le monde entier, détection de la première acquisition de ressources. Sur la place centrale du pays du Dragon, une immense colonne de lumière descend du ciel. Des milliers de carpes s'empilent en une petite montagne, chacune pesant 2,5 kg. Le live explose soudainement avec d'innombrables commentaires qui défilent. Le nombre de spectateurs monte en flèche à 300. Putain, le retour 10 000 fois est réel. Le dieu du pays est incroyable. Ces carpes sont tellement grasses. Le dieu du pays,
Serait-ce un amateur d'expédition en pleine nature? Pendant ce temps, toi, tu ne sais pas encore qu'un poisson a provoqué une énorme vague. Tu lances une nouvelle fois la canne. En moins de 10 minutes, un deuxième poisson mort. Cette fois, c'est une carpe herbivore encore plus grosse que la précédente, mais ce poisson-là ne déclenche rien. Ensuite, un troisième poisson mort, mais toujours aucun retour 10 000 fois. À ce moment-là, la voix du système retentit à nouveau. Le concurrent du royaume du dragon, Matsushita Shusha, obtient la ressource, champignons vénéneux. Récompense de 30 000 champignons vénéneux pour le royaume du dragon. Ah, les petits japonais ont eu ce qu'ils méritent, c'est bien fait. Baka, pourquoi des champignons vénéneux? Cet idiote de Matsushita Shusha. Le concurrent de l'Inde tire pour obtenir la ressource, poisson. Récompense d'erreur pour l'Inde, poisson. Obtention d'erreur, poisson. Obtention d'erreur, poisson. Obtention d'erreur, poisson. Obtention d'erreur, poisson. Poisson, 15. Récompense pour l'Inde, poisson pourri 50 000. Concurrent de la Corée du Sud, Panot Farbet. Obtention de la ressource, poisson pourri 2. Récompense pour la Corée du Sud, poisson pourri 20 000. Les récompenses des autres pays sont vraiment trop absurdes. En comparaison, mes propres récompenses sont carrément des ressources divines. Les spectateurs du royaume du dragon sont morts de rire. Voilà la différence. À ce moment-là, un nouveau signal sonore du système. Un smooth ou bien. Récompense du fruit. Entre les pêcheurs, du côté de l'NYE. Un lapin blessé est allongé par terre. L'NYE dit. Petit bonhomme, puisse ta prochaine vie être meilleure. Il est déjà 3 heures de l'après-midi. Tu nettoies habilement le poisson avec une pelle de sapeur, puis tu décides de monter un camp près de cette étendue d'eau. La grotte que tu as détectée plus tôt semble être un bon choix. Alors que tu te diriges vers la grotte, un rugissement d'ours brun retentit au loin, suivi du hennissement d'un cerf. Il y a donc des ours bruns dans les parages. Tu t'arrêtes net et fixes l'origine du bruit. Tu sais bien que la puissance d'attaque et la vitesse d'un ours brun sont terrifiantes. Tu restes sur place, écoutant les bruits lointains. Ton cœur s'accélère malgré toi. Ici, les poissons abondent et la végétation est luxuriante. Si cette grotte est habitable et assez sûre, alors celui qui devrait avoir peur, c'est l'ours. Dans ta vie précédente, tu as souvent affronté de gros animaux. Des meutes de loups, des sangliers, voire des tigres. L'essentiel est d'utiliser les bonnes méthodes au bon moment, d'employer l'intelligence plutôt que la force brute. Ainsi, tu peux tuer ces bêtes facilement. Après 2 minutes et demie d'observation, tu te diriges dans la direction opposée à l'ours brun. Pour l'instant, il vaut mieux éviter l'affrontement. En chemin, tu te baisses sans cesse pour ramasser des branches mortes. 800 mètres, tu les parcours en une dizaine de minutes. Ce n'est pas que le chemin soit difficile, ta perception environnementale fait de ton cerveau un radar précis, collectant sans cesse des informations utiles. Enfin, la grotte apparaît devant toi. Bien qu'elle protège du vent et de la pluie, l'espace est trop petit pour un séjour prolongé. Cette grotte est vraiment trop petite. Je vais devoir m'en contenter pour l'instant. Après avoir pesté, tu poses ton sac dans un coin. L'étape suivante est de préparer le feu. Tu ramasses une grande poignée de feuilles mortes et les branches que tu viens de trouver. Tu sélectionnes 2 morceaux de bois appropriés. L'un servira de planche à feu, l'autre de tige à friction. Prêt, tu saisis la tige à 2 mains. Et tu commences à tourner rapidement. Faire du feu par friction, c'est pour toi un jeu d'enfant. Une fois le feu allumé, tu t'occupes du dîner. Tu embroches les 3 poissons sur des bâtons, puis les poses sur le feu. 10 minutes plus tard, 3 poissons grillés, croustillants à l'extérieur et tendres à l'intérieur, sont prêts. À ce moment, les concurrents des autres pays cherchent encore des fruits sauvages à manger, alors que toi, non seulement tu manges du poisson grillé, mais tu as aussi fait bouillir une casserole d'eau. Alors que tu te frottes le ventre, tout content, la perception environnementale de niveau maître te transmet soudain une information. Près de l'entrée de la grotte, il y a une plante herbacée spéciale. Non seulement elle peut servir à faire du thé, mais elle semble aussi avoir des propriétés aphrodisiaques. Une si bonne chose? Vite, cherchons-la. Tu lâches le poisson et te mets immédiatement à fouiller les alentours. Effectivement, près d'un rocher, quelques herbes vertes et fines poussent. Ce sont des herbes longues-sues. Finalement, tu en récoltes 10 plants. Détection d'une nouvelle ressource. Le royaume du dragon obtient 100 000 plants d'herbes longues-sues. Le direct mondial explose à nouveau. Putain, aphrodisiaque. C'est vrai ou faux? Le dieu des fruits offre un cadeau à tous les hommes du pays. Merci au dieu des fruits. Ce soir, on verra les faits. Tu fais d'infuser les herbes dans une petite casserole en fer. Une bouchée de poisson, une gorgée de thé longue-sues, un vrai régal. De ton côté, tu viens de mettre les herbes longues-sues fraîchement cueillies dans la petite casserole en fer. Une odeur fraîche s'en dégage aussitôt. Une bouchée de poisson, une gorgée de thé longue-sues. 2 poissons grillés avalés, tu es à peu près à 8/10 de satiété. Tu gardes le dernier pour demain. La nuit est tombée, ici pas de pollution lumineuse. En levant la tête, tu vois la Voie lactée dans le ciel. À ce moment-là, tu jettes un coup d'œil au panneau de données. Nombre actuel de décès mondiaux, 127. Déjà autant de morts le premier jour. J'espère que les gens du royaume du dragon tiendront le coup. Ensuite, tu ajoutes pas mal de bois au feu, puis tu fabriques un dispositif d'alerte rudimentaire avec du fil de pêche et la casserole en fer. Le dieu des fruits est vraiment professionnel. Il a même monté un système d'alerte. Les autres concurrents tremblent encore, alors que le dieu des fruits commence à profiter de la vie. Après tout cela, tu t'endors en serrant fermement ta pelle de sapeur.
Les premiers rayons du soleil matinal tombent sur ton visage. Tu t'étires. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Voyons d'abord si la perception environnementale a quelque chose à signaler. La perception environnementale de niveau mètre te transmet une nouvelle info, à environ 2 km au sud-ouest, il y a un nid de faisan. Une lueur d'excitation traverse ton regard. On dirait que je ne mangerai pas de poisson aujourd'hui. Tu ranges rapidement tout ton matériel. Si je ne trouve pas d'endroit mieux dans les environs, je reviendrai. Tu te diriges vers le nid de faisan. En chemin, tu t'arrêtes et reprends la marche. Pour réussir à chasser un faisan, une pelle de sape seule ne suffit pas. J'ai besoin de fabriquer une lance. Non seulement elle a une portée d'attaque longue et est simple à fabriquer, mais elle compense aussi les faiblesses humaines. En termes de vitesse et de force, vous réfléchissez aux conditions que la hampe de votre lance doit remplir. Elle doit être assez droite, assez dure, de longueur appropriée et de poids équilibré. Au bout d'une demi-heure, vous trouvez enfin un arbre adapté. Avec votre pelle de génie, vous commencez immédiatement à grimper, et d'un coup de pelle, vous obtenez une hampe parfaite. Vous utilisez ensuite la pelle pour tailler le bois petit à petit. La pointe de la lance prend forme. Plus tard, après avoir allumé un feu, vous passerez la pointe à la flamme. Le bois en deviendra plus dur. La fabrication entière prend environ 40 minutes. En cours de route, vous mangez le poisson grillé d'hier. Pour reprendre des forces. Tout en mangeant, vous observez les environs. Cette capacité de multitâche impressionne les spectateurs du direct. Vous faites quelques moulinets satisfaits avec votre lance. Il est temps d'aller voir ces faisans. Alors que vous vous dirigez vers le nid de faisans, les différents directs du pays de l'on s'embrassent soudain. Les frères, allez voir mon direct. Putain, il se passe un truc énorme chez moi. Dans notre direct national, ces deux-là se rencontrent. La femme, Matsushita Satsu, et Nanjedu Jiaxiaobizezi. Ah, le ciel est de notre grand pays. Ils ont vraiment trouvé un coéquipier. Cette combinaison est imbattable. Mais voilà que ces deux-là, sous le regard de plusieurs milliards de spectateurs dans le monde, s'étreignent, puis le direct est coupé. Le système indique que le joueur a désactivé son direct. Petit fait, chaque joueur peut interrompre son direct 2h30 par jour. Les spectateurs du monde restent stupides pendant 9 secondes, puis explosent complètement. Dans le quartier général suprême de notre pays, les hauts responsables, tout à l'heure encore joyeux, deviennent verts. Bâton de merde, ces deux abrutis, c'est le moment de flirter. Pendant ce temps, vous, bien sûr, ignorez cette comédie extérieure. Vous avancez en pleine concentration vers le nid de faisan. Votre perception environnementale de mètre vous transmet constamment les informations alentour. À 100 mètres devant, 3 faisans cherchent leur nourriture. 2 adultes et un jeune, environ la moitié de la taille des adultes. Exactement 2,5. C'est le moment, prends ça. Vous vous arrêtez à 5 mètres de distance. Les 2 adultes picorent des insectes au sol. Le jeune sautille à côté. Vous lancez violemment votre lance, la pointe transperce avec précision le corps d'un faisan adulte. Les 2 autres faisans, effrayés, s'éparpillent. Votre objectif est atteint. C'est un faisan gras d'environ 1,5 kg à 2 kg. Détection d'acquisition de ressources. Le pays de l'on reçoit 10 000 faisans sauvages. Sur les places centrales des grandes villes du pays de l'on. 10 000 faisans sauvages vivants apparaissent de nulle part. Les cris de poules déchirent le ciel, scène spectaculaire. 10 000 faisans, le dieu des fruits est trop fort. Le nombre de spectateurs en direct dépasse soudain les 5 millions. Et, qu'est-ce que tu fais? De votre côté, vous marchez déjà dans la forêt avec le faisan. Votre perception environnementale de mètre indique un marécage à 200 mètres sur la gauche. Et une petite mare à 300 mètres sur la droite, mais l'eau est trouble. Vous secouez la tête, il va falloir retourner au vieux spot. De retour au lieu de pêche d'hier, vous commencez à préparer le faisan. Les plumes peuvent être conservées. Pour stabiliser les flèches plus tard, vous jetez ensuite les viscères immangeables dans l'eau. Peu après, des poissons se rassemblent, tant mieux pour pêcher. Vous dégagez rapidement un espace et montez un feu. Vous pêchez tout en faisant griller le poulet. Peut-être grâce aux viscères qui ont attiré les poissons, pendant la demi-heure suivante, vous en attrapez pas mal. Détection d'acquisition de ressources. Le pays de l'on reçoit 30 000 tonnes de poissons d'eau douce. Le nombre de spectateurs dépasse instantanément 8 millions. Tout en mangeant du poulet grillé, vous nettoyez aussi les poissons pour les griller ensemble. Un vrai régal. Soudain, une notification du système, joueur du pays de l'on, vous obtenez 50 kiwis sauvages. Le pays de l'on reçoit 500 000 kiwis sauvages. Mais juste après, la nouvelle de la mort de Liming, attaqué par une bête, arrive. La mort de ce compatriote assombrit un peu votre humeur. Dans la nature, un coup de tête est souvent fatal. La mort de Liming vous sert d'avertissement. Même avec la perception environnementale, il ne faut pas baisser la garde. Vous arrêtez de manger. Après avoir rangé le reste de nourriture dans le sac, vous éteignez aussi le feu. Cela fait, vous serrez la pelle de génie dans votre main, vous tournez et plongez dans la forêt dense. Où va le dieu des fruits? Il est triste, non? Après tout, un compatriote vient de mourir. Shen YE, expert en survie du pays de l'on, commente aussi. Il n'est pas abattu. Au contraire, il est plus concentré que jamais. Comme le dit Shen YE, mon esprit est d'une clarté inédite. J'ai besoin d'un arc. D'un arc puissant. Après avoir marché environ 2 ou 3 kilomètres, la perception environnementale émet soudain un signal fort. À 300 mètres devant, découverte d'une grande zone de bambou de qualité. Vous stoppez net, vos yeux s'illuminent.
Les troncs de bambou peuvent servir à faire des sarbacanes, les pousses de bambou sont comestibles, et les bambous adaptés sont parfaits pour fabriquer l'arc. Vous accélérez le pas, et bientôt une bambouseraie apparaît devant vous. Vous vous approchez pour examiner la qualité des bambous. Pas mal, ce sont de bons bambous de plus de 3 ans, avec une élasticité et une résistance optimale. Vous vous caressez le menton en réfléchissant. Pour le corps de l'arc, c'est bon, mais pour la corde, quoi utiliser? Si vous utilisez du fil de pêche, il cassera probablement au bout de quelques tirs. Le mûrier, l'écorce de mûrier déchirée en longues lanières. Après trempage, martelage, séchage, puis tressé en corde de fibre. 3 brins torsadés en un, la corde d'arc obtenue est à la fois solide et durable. La végétation de ce monde ressemble beaucoup à celle de la terre. Puisqu'il y a du bambou, il y a probablement aussi du mûrier. Une fois la décision prise, vous brandissez votre pelle de génie. Et vous abattez le bambou que vous aviez repéré à la base. Puis un deuxième, un troisième. Vous ne fabriquerez pas seulement un arc, mais aussi un grand nombre de flèches, ainsi que des pièges défensifs en fil de fer. Obtention d'une grande quantité de bambous stratégiques. Le royaume du dragon a reçu 50 000 bambous adultes de qualité à la montagne Zifeng, dans le sud-ouest du pays. Sur les collines arides du sud-ouest du royaume du dragon, en 2,5 secondes, elles se sont transformées en une mer de bambous. L'expert en survie Shen Y a déclaré. Vous ne savez peut-être pas ce que le concurrent Xiaogo compte faire avec ses bambous, mais j'ai une hypothèse audacieuse. Il se forge un ensemble d'armes de chasse qui lui permettra de dominer la nature sauvage. Dans la forêt dense, vous avez déjà transformé le bambou en un immense radeau. Prenant une profonde inspiration, vous hissez brusquement sur vos épaules ce bambou pesant plusieurs dizaines de kilogrammes. Puis, pas à pas, vous vous dirigez vers l'abri, tout en planifiant déjà divers pièges. C'est à ce moment qu'un rugissement d'ours, chargé de violence, parvient des profondeurs de la montagne non loin. C'est encore cet ours. Putain. À en juger par les ondes sonores, il est presque sur le point de vous tomber dessus. Il n'est pas loin du dieu Go. Fini, fini. Si vous êtes coincé, vous serez déchiqueté. Pourtant, en entendant ce grondement qui vous glace le sang, vous marquez à peine une pause, vous vous retournez lentement, tendez l'oreille. Se battre à armes égales, c'est pour les imbéciles. La peau épaisse de l'ours suffit à fabriquer une armure de premier ordre. La vésicule biliaire de l'ours, précieuse, peut être utilisée en médecine. Des centaines de kilogrammes de viande d'ours, riche en énergie. C'est clairement un trésor de ressources. Vous n'hésitez plus, vous continuez à transporter le bambou en marchant. De retour à l'abri, vous ne prenez même pas le temps de vous reposer. Vous commencez immédiatement à traiter ces énormes bambous. Vous prenez la pelle de sapeur et vous taillez les bambous. Vous fabriquez d'affilée une dizaine de pieux de bambou pointus. C'est le piège le plus courant et le plus mortel en chasse, la rangée de pics de bambou. Les spectateurs du direct regardent cette scène. Tous en prennent une grande inspiration. Mon Dieu, que compte faire le dieu Go? Fabriquer autant de lances? J'ai un mauvais pressentiment. Ces trucs ne seraient-ils pas destinés à cet ours? Vous attachez la dizaine de pieux de bambou avec des lianes. Puis vous enveloppez les restes de poissons grillés et de poulets grillés dans de grandes feuilles, prenez la pelle de sapeur, et, avec prudence, vous vous enfoncez à nouveau dans la forêt. Ours brun, tes beaux jours sont finis. Une odeur nauséabonde de pourriture, mélangée à une odeur de sueur vous pique le nez. Sur le sentier devant vous, vous découvrez une crotte. Vous l'examinez attentivement, elle est fraîche. Une fois assuré que les alentours sont sûrs, vous levez votre pelle de sapeur et commencez à creuser. Après 2 heures et demie, le piège est achevé, environ 2,5 mètres de diamètre et 2 mètres de profondeur. Ensuite, vous enfoncez les pieux de bambou acérés violemment dans la terre au fond du trou. Mon frère, j'espère que la résidence que je t'ai préparée te plaira. Puis vous commencez à choisir branches et feuilles mortes pour le camouflage. Le soleil se couche peu à peu. Vous retournez au ruisseau pour remplir une casserole d'eau, ramassez du bois de chauffage et revenez à la grotte. Un morceau de poulet, une gorgée de thé. Cette satisfaction vous fait plisser les yeux de plaisir. La nourriture en bouche, sans sel pour l'assaisonner, manque finalement d'âme. La sueur abondante perdue en creusant le piège pendant la journée a fait clairement protester votre corps. Une légère sensation d'acidité et de faiblesse émane des profondeurs du poulet. Votre esprit n'est plus aussi exalté que les jours précédents. Demain, il faut absolument trouver du sel. Après avoir bien mangé et bu, vous ne vous reposez pas. Vous continuez à tailler des paniers. Soudain, un grondement sourd de tonnerre se fait entendre. Puis, des gouttes de pluie grosses comme des haricots commencent à tomber en crépitant sur le sol à l'extérieur de la grotte. Mais cela ne vous concerne pas, à l'intérieur de la grotte. Après avoir fabriqué un simple dispositif d'alerte, vous vous endormez paisiblement. Le lendemain, la première chose que vous faites est de vérifier le piège. Après avoir rangé votre équipement, une voix mécanique froide retentit, annonce mondiale, pour augmenter l'intensité de la compétition. 1000 colis ont été largués sur tout le continent désertique, contenant de l'eau douce, de la nourriture prête à consommer, de l'eau potable, des sacs à dos, et même des armes à feu. Des armes à feu larguées directement? Est-ce une survie en pleine nature ou un battle royal? Ça va foutre le bordel. C'est clairement fait pour que les concurrents s'entretuent. Les gars des États-Unis doivent être ravis. Sur leurs 100 concurrents, au moins 30 sont d'anciens membres des SEAL ou des Delta. Avec des armes, ils vont massacrer. C'est trop injuste pour nos concurrents du royaume du dragon.
Tous les regards se tournent à nouveau vers votre direct. En entendant l'annonce, vous froncez à peine les sourcils, puis continuez à vous diriger vers le piège. Il vous faut plus d'une demi-heure pour revenir à l'endroit où vous l'avez posé hier. De loin, vous sentez une légère odeur de sang. Quelque chose est tombé dedans. Serait-ce le gros ours? Vous serrez immédiatement votre lance et vous approchez lentement. Le dessus du piège est en désordre. Vous précipitez et regardez à l'intérieur. Au fond du trou, ce n'est pas le grand ours, mais un wapiti. Il a dû tomber distraitement pendant l'orage de la nuit dernière. Ce n'est pas un ours, mais ce cerf pèse au moins 200 ou 300 kg. Quelle aubaine! Chiaogo a récolté un gros gibier, un wapiti. Moins d'un jour, 10 000 wapitis. Dans tout le royaume du dragon, c'est l'effervescence totale. Sur la place centrale du royaume du dragon, des wapitis vivants, à la corpulence robuste, jaillissent de la porte de lumière comme des raviolis plongés dans l'eau bouillante. 10 000 cerfs au galop, un spectacle grandiose à l'extrême. Après un bref moment de stupeur, tout le peuple éclate en une clameur assourdissante. Mon Dieu, le dieu Go! Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, Xiaogo est mon seul dieu masculin. 10 000 wapitis, ces ressources sont trop énormes. Debout au bord du piège, après un instant d'observation, vous sautez à l'intérieur. La première entaille précise vous tranche l'artère carotide pour évacuer le sang. Ensuite, vous commencez à couper et à désosser les pattes. En un clin d'œil. Cette masse de 300 kg est décomposée en 7 ou 8 morceaux. Vous enveloppez soigneusement le filet le plus gras et une côtelette de cerf, puis vous chargez la cuisse arrière la plus lourde. Il faut vite ramener toute la viande de cerf à la grotte, pour éviter d'être repéré par d'autres bêtes. De retour à la surface, vous ne vous arrêtez pas un instant. 10 minutes plus tard, vous êtes de retour à la grotte. Il faut transporter le reste de la viande le plus vite possible. Pendant ce temps, dans la forêt dense, à moins de 100 mètres du piège, un ours brun à la carrure démesurée sort la tête de derrière un buisson. Sa taille dépasse largement les 3 mètres, ses poils bruns sont dressés comme des aiguilles d'acier. Le plus terrifiant, ce sont ses yeux dépourvus de toute émotion, fixant ton dos qui s'éloigne. L'énorme patte d'ours gratte le sol avec agitation. 20 minutes plus tard, tu réapparais au bord du piège, et soudain tu remarques sur la terre des empreintes immenses d'ours, bien visibles. Un frisson glacé te monte jusqu'au sommet du crâne, cette chose vient tout juste de partir. Peut-être même qu'elle est encore dans les parages. Osez voler mon bien? Tu vas voir si je ne te dépouille pas de ta peau d'ours. La colère dans tes yeux est remplacée par une froide soif de meurtre. De retour dans la caverne, la cuisse de cerf repose tranquillement sur la dalle de pierre fraîche, mais tu n'as aucun appétit. Plus tu y penses, plus tu t'énerves, chaque pas en arrière te fait sentir plus perdant. Alors, sans un regard en arrière, tu sors de la grotte. Tu décides de changer de direction et d'explorer une zone que tu n'as jamais visitée, pour tenter ta chance. Ainsi, tu marches 1 kilomètre. Soudain, tu t'arrêtes net. À environ 50 mètres sur ta gauche, il y a quelque chose. En t'approchant, tu découvres que c'est le mûrier que tu cherchais désespérément. Parfait. Avec l'arc, les flèches, et en ajoutant des chaussures en écorce de mûrier. Cet ours et moi allons enfin régler nos comptes. À cette pensée, tu sors immédiatement ta pelle de sapeur et arraches précautionneusement l'écorce du mûrier. 2 fagots et demi suffiront pour fabriquer la corde de l'arc. Une fois la collecte terminée, tu remets ton sac à dos, satisfait. Alors que tu t'apprêtes à poursuivre l'exploration, une main tape doucement ton épaule droite. La sensation est légère. Avec un peu de chaleur, comme une main. Putain. Qui est là? Presque instantanément, tu serres ta pelle de sapeur et la balances vers l'arrière. Pourtant, derrière toi, il n'y a rien. La seconde suivante, un cri de singe résonne depuis l'arbre. Tu vois un singe suspendu à une branche, qui montre les dents et tente de te voler ton sac. Cette fois, tu es complètement furieux. Un ours t'a volé ta viande. Et maintenant, même un sale singe ose te manquer de respect. Dans la nature, la clémence, c'est de la cruauté envers soi-même. Tu tiens fermement ta pelle de sapeur. Les cris du singe déchirent la forêt. Une fois le singe éliminé, tu ignores son cadavre. Cette nourriture ne t'intéresse pas. À cet instant, le stream explose à nouveau, allez voir l'Indien. Allez voir l'Indien. Ce gars est incroyable. Dans le stream de l'Indien. Un concurrent indien à la barbe épaisse, Kumar, est tout sourire devant un coffre de ravitaillement tout juste ouvert. Il contient une trousse de premiers secours et plusieurs paquets de biscuits de campagne. Ce qui attire surtout l'attention, c'est le lézard d'1 mètre de long qu'il tient à la main. Ce concurrent, Kumar, a de la chance, il a trouvé un largage et attrapé de la nourriture. Mais l'instant d'après. Dans le stream, Kumar, sous le regard des téléspectateurs du monde entier, adresse un sourire malicieux au lézard. Puis l'écran devient noir instantanément. Le système indique que le concurrent a désactivé son stream, qui sera réactivé de force dans 2 heures. Le monde entier se tait à cet instant. Je pensais que notre concurrent était imbattable, mais il y a encore plus fort. Même le maître de survie, voyant cela, ne peut que boire de l'eau pour dissiper la gêne. De ton côté, tu continues d'explorer des terres inconnues. À 100 mètres devant, un marais s'étend. Sans hésiter, tu changes de direction pour le contourner. Très vite, tu remarques de nombreux excréments d'animaux par terre. C'est probablement un lieu de rassemblement pour une espèce animale, ou leur passage quotidien. Tu serres ta lance contre toi et te fonds dans les herbes. Au centre de la clairière devant toi, un jeune cerf lèche une pierre gris-blanc. Tes yeux se plissent brusquement, c'est une mine de sel. Ces derniers jours,
tu n'as absorbé qu'une infime quantité de sel grâce à la nourriture elle-même. Et ton corps commence à donner l'alerte. Maintenant, un trésor immense s'offre à toi. Cette mine de sel est pour moi, et ce cerf aussi. Tu t'accroupis lentement et t'approches doucement du jeune cerf. Quand la portée idéale est atteinte, ta lance s'envole et transperce le jeune cerf avec précision. Le cerf panique et se met à courir dans tous les sens. Mais après quelques enjambées, il s'effondre lourdement. Tu t'avances, retires la lance, et sans t'occuper tout de suite du cerf. Tu te tournes vers la mine de sel, détache un bloc avec ta pelle de sapeur, et donne un petit coup de langue, c'est bien du sel. Avoir du sel signifie que tu peux faire de la viande séchée, conserver la nourriture longtemps, et retrouver rapidement ton énergie au maximum. Les ressources obtenues sont aussi des cerfs, la Chine reçoit 10 000 cerfs sauvages. Dans le temps qui suit, tu frappes la mine de sel avec force. Chaque coup de pelle fait vibrer légèrement la paume de ta main. Tu remplis à peine un demi-sac avant de t'arrêter. Aujourd'hui, tu as attrapé un cerf de 40 à 50 livres. Et plus de 20 livres de sel brut. Le chemin du retour semble même plus léger. À cet instant, une nouvelle notification du système apparaît. Le concurrent des États-Unis, Jack, a réussi à éliminer le concurrent de Bahia, Pedro. Quelqu'un a tué Jack, ancien membre de l'équipe 6 des Navy SEALs américains, un soldat d'élite de premier plan, spécialiste des combats en jungle et des assassinats. Pour lui, cette nature sauvage n'est pas un lieu de survie, mais un terrain de chasse. La nature de ce jeu a changé. À partir de cette seconde, chaque être vivant dans cette nature sauvage peut être un chasseur, ou une proie. De retour dans la grotte, tu poses un bloc de sel sur une pierre plate, puis tu soulèves une autre pierre et la fais tomber lourdement. Tu obtiens ainsi un morceau de la taille d'un poing. En frappant sans cesse, tu crées un petit tas de fragments de sel devant toi. Ton but en agissant ainsi est de purifier le sel, cela améliore non seulement le goût, mais permet aussi d'éliminer la plupart des métaux lourds. Le rapport au sel est d'environ 10 pour 3. Ensuite, tu chauffes pour dissoudre. Tu verses les fragments dans un chaudron en fer et tu remues constamment. Une fois la dissolution terminée, tu sors un seau en bambou vide de ton sac et y ajoutes le sable fin de l'entrée de la grotte. Les cendres de bois près du feu de camp, ainsi que le charbon de bois final, voilà un filtre rudimentaire prêt à l'emploi. Ensuite, tu verses lentement l'eau salée dans le filtre en bambou. Après 3 filtrations répétées, tu verses l'eau salée propre dans la marmite. Évaporation et cristallisation. À mesure que l'eau s'évapore, des cristaux blancs commencent à apparaître au fond de la marmite. Tout le processus de purification a duré près de 2 heures. Lorsque la couche de sel pur blanc comme neige apparaît au fond, tout le studio en direct est en ébullition. Purée, ça a vraiment marché. Ce sel a l'air plus blanc que celui du supermarché. Le dieu des fruits est vraiment trop fort. Ensuite, tu répètes les mêmes étapes 2 fois de plus. Jusqu'à ce que le seau en bambou soit plein. Ton ventre émet un grondement de protestation au moment opportun. Il est temps de profiter du butin du jour. Tu sors la cuisse de cerf obtenue aujourd'hui, tu fais quelques entailles dans la viande avec la pelle de génie, puis tu saupoudres le sel fraîchement purifié. Environ une demi-heure plus tard, la cuisse de cerf est enfin rôtie. Tu mords dedans et hoches la tête. Quel plaisir! Après avoir bien mangé et bu, tu ne te reposes pas, mais commences à fabriquer une corde d'arc. Les fibres de l'écorce de mûrier sont très résistantes et souples, un matériau idéal pour la corde d'arc. Tu déchires l'écorce en fines lanières. Puis tu commences à tresser la corde. Une fois la corde d'arc prête, tu sors le bambou que tu avais coupé auparavant. Tu commences à fabriquer le corps de l'arc. En un rien de temps, un parfait arc en bambou est entre tes mains. Ensuite, tu utilises du bambou plus fin pour fabriquer les flèches, et les plumes de faisan sauvage collectées auparavant pour les empennages. Mission accomplie. Avec cet arc, cet ours qui me volait ma viande va devoir rendre des comptes. Demain, je pourrai tester sa puissance. Le lendemain matin, la lumière du soleil pénètre par l'ouverture de la grotte. En y pensant, c'est exactement le 3e jour. Je me demande quelle récompense le système va donner. Détection, l'hôte a survécu 3 jours consécutifs dans la nature sauvage, conditions de pointage remplies. Souhaitez-vous pointer immédiatement? Tu pointes dans ton esprit. Et tu fermes le live. Si le système donne quelque chose, tu ne dois absolument pas le montrer aux spectateurs. Dans le studio en direct de la Nation du Dragon, l'image claire devient soudainement noire. Les centaines de millions de spectateurs explosent instantanément. Purée, qu'est-ce qui se passe? Où est mon dieu des fruits? Pourquoi l'écran est noir? Il n'est rien arrivé, j'espère? Ne me fais pas peur. L'expert en survie, caressant son menton, dit lentement. Je suppose qu'il est en train de fabriquer un outil décisif, ou un piège. Pointage réussi. Récompense obtenue, pistolet Desert Eagle, 38 balles. Arme à feu. Avec l'arc, je pensais être entré dans l'ère pré-industrielle. Maintenant, avec ce pistolet, on fait directement un bond dans la guerre moderne. Mais comment expliquer ça maintenant? Je ne peux pas dire aux spectateurs en rediffusion que je l'ai fabriqué avec du bambou et des lianes. Un largage. Oui, un largage. Tu enfouis le chargeur et le pistolet tout au fond de ton sac. Après cela, tu relances le direct. Puis, de la main gauche, tu prends l'arc et les flèches en bambou que tu viens de fabriquer, de la main droite, tu portes la lance taillée, et tu sors de la grotte en étant armé jusqu'aux dents. Les spectateurs remarquent que tu te diriges vers le piège. Putain, c'est un ours géant. Tu y vas avec un arc et des flèches? Fruit Dieu, t'es vraiment courageux. Un arc en bambou peut-il battre un grizzly? L'expression de chaîne Y devient sérieuse. Le choix du concurrent Xiaogo est audacieux,
mais aussi très dangereux. Sauf s'il touche un point vital comme l'œil, les conséquences pourraient être désastreuses. Mais toi, en ce moment, tu es exceptionnellement calme. Tu arrives près du piège que l'ours a détruit plus tôt. La terre au bord de la fosse est encore meuble, et l'énorme empreinte de pattes d'ours y est toujours visible. Tu ne te dépêches pas d'agir. Tu recommences à installer le piège, en replaçant les piquets de bambou pointus que tu avais déterrés hier. Tu camoufles parfaitement l'ouverture avec de la terre meuble et des feuilles, puis tu jettes la viande de cerf sanguinolente sur le piège. Après cela, tu choisis un grand arbre offrant une excellente vue et tu grimpes dessus. Tu bandes ton arc, visant le piège camouflé en bas. Tout est prêt. Tel un chasseur patient, tu te fonds dans l'environnement, attendant silencieusement que l'ours tombe dans le piège. Gros ours, ton déjeuner est prêt. Il ne te reste plus qu'à venir le prendre. Durant cette longue attente, tu restes immobile. Pour tromper l'ennui, tu ouvres l'écran lumineux du système. Une ligne d'information s'affiche sur l'écran, le concurrent Bruce du pays de la lanterne a réussi à ouvrir un largage de ressources et a obtenu une arbalète composite. Pour ce qui est des arcs et des flèches, le concurrent Raj de l'Inde est mort après avoir mangé une plante toxique. Le concurrent Wang Xin de Longo a découvert du minerai de fer. Une nouvelle mine de fer à ciel ouvert a été ajoutée sur le territoire de Longo. Pour l'instant, ils n'ont encore que des armes en bois. Il faut vraiment explorer davantage pour s'en sortir. Fondre le minerai de fer pour fabriquer des armes en fer est la seule voie pour un développement durable. Il faut se débarrasser de cet ours le plus vite possible, accumuler assez de nourriture, puis chercher un largage. Pour légaliser la provenance de ton pistolet. Pendant ce temps, dans une autre zone forestière, une silhouette agile se déplace silencieusement à travers les arbres. La femme soldat d'élite, Leng Yue. Dans son live, l'audience reste tout aussi élevée. D'innombrables spectateurs suivent son point de vue. Faisant l'expérience d'une infiltration en forêt digne d'un manuel. Soudain, Leng Yue s'arrête. C'est un petit morceau d'écorce de bambou taillé. Elle ramasse l'écorce et l'examine attentivement, puis dirige son regard vers une grotte non loin. Elle n'avance pas imprudemment. Elle commence plutôt à contourner la grotte pour l'inspecter. Rapidement, d'autres traces de présence humaine apparaissent sous ses yeux. Souche d'arbre abattue par une arme tranchante, traces de sang laissées après avoir traité des abats d'animaux, elle arriva finalement à l'entrée de la grotte où tu avais vécu. Les braises du feu de camp à l'intérieur de la grotte étaient encore chaudes, des ossements brisés jonchaient le sol, tous les détails se rassemblaient. Dans son esprit se dessina une image claire, un être extrêmement expérimenté, doté d'une grande habileté manuelle. Et qui avait déjà résolu les problèmes de nourriture, de feu et de sel. Putain, le sel. C'était la demeure du dieu des fruits. C'était ton coéquipier perdu depuis longtemps. Tout le quartier général suprême de la nation du dragon se leva. Ils espéraient tant que lune froide te rejoigne, les deux atouts majeurs unis, les chances de victoire de la nation du dragon seraient décuplées. Malheureusement, ils ne pouvaient rien faire. Lune froide observa l'entrée de la grotte pendant 5 bonnes minutes, puis elle choisit de battre en retraite. Ce territoire avait un propriétaire. Sans savoir si l'autre était ami ou ennemi, pénétrer imprudemment sur le territoire d'un puissant était un acte extrêmement dangereux. Elle devait chercher d'autres compatriotes de la nation du dragon ayant besoin d'aide. Elle toucha son sac à dos, à l'intérieur se trouvait de la viande séchée qu'elle avait préparée, sa ration de survie. Et aussi l'espoir pour ses futurs coéquipiers. À ce moment-là, tu étais perché dans l'arbre depuis 4 ou 5 heures, quand soudain un bruit de froissement extrêmement discordant se fit entendre. C'était le bruit d'un corps écrasant les feuilles mortes et les branches brisées. Tu ouvris brusquement les yeux, et vis un ours brun à la corpulence incroyable. Sortant lentement des profondeurs de la forêt. Il était plus grand que tu ne l'imaginais, mesurant certainement plus de 3 mètres debout. Le chat en direct explosa instantanément, gros ours. Gros ours arrive. Dieu des fruits, fuis vite. Cette chose, une flèche ne pourrait jamais la transpercer. L'expression de Shen Y était d'une gravité sans précédent, tout dépendait maintenant de l'efficacité de ton piège. L'ours géant s'approchait pas à pas du piège. Il baissa la tête pour regarder la venaison qui dégageait une odeur alléchante, mais il ne bougea pas. Il se contenta de tourner autour du piège, reniflant parfois fortement. Il semblait savoir que ce festin était dangereux. Le temps s'écoulait minute après minute, ton cœur remonta dans ta gorge. La pointe de flèche en os de cerf. Tu attends le moment parfait. Soit l'ours géant perdrait patience et mettrait une patte dans le piège, soit il montrerait une faille absolue. L'ours géant tourna autour du piège 3 bonnes fois. Mais l'action suivante te laissa bouche bée, ainsi que des dizaines de millions de spectateurs de la nation du dragon. L'ours géant, au lieu de bondir ou de tâter le terrain, s'approcha prudemment du bord du piège, puis, comme un humain, contrôla son corps pour glisser lentement à l'intérieur. Son corps massif évita parfaitement les pieux de bambou, la couche de camouflage au-dessus du piège et la venaison tombèrent aussi à l'intérieur. Cette bête était entrée dans le piège sans une égratignure. Et avait obtenu la nourriture. Putain, c'est un ours, ça? C'est encore plus intelligent que Gros Ours et Deuxième Ours. Tout le chat en direct de la nation du dragon explosa complètement, tout le monde était stupéfait par l'intelligence de l'ours. Dans l'arbre, les veines de ta main tenant l'arc saillaient. Tu avais imaginé des milliers de possibilités, mais jamais celle-ci. Au fond du trou, l'ours géant, la venaison dans la gueule, s'apprêtait à sortir du piège. Le cœur de millions de spectateurs était suspendu à un fil. L'occasion était là. Sur le tronc de l'arbre, le coin de tes lèvres se retroussa en un rictus glacial. Lorsque la tête émergea à peine du bord du piège, sifflement.
La flèche déchira le silence mortel de la forêt, tirée avec une précision infaillible vers le front de l'ours géant. Mais cet arc de bambou grossier et cette flèche en os de cerf ne pouvaient en aucun cas transpercer l'épais crâne de l'ours. Cependant, l'énorme force d'impact s'appliqua bel et bien sur sa tête. L'ours géant, sous l'effet de la douleur, bascula instantanément en arrière, alors qu'il était déjà à moitié sorti. Avec une série de craquements de la venaison, ses pieux de bambou mortels accueillirent enfin leur proie. Un rugissement déchirant, mêlé de rage, jaillit vers le ciel. Faisant vibrer toute la montagne boisée, d'innombrables oiseaux nichant dans les arbres s'envolèrent, effrayés. Sur l'arbre, à ta tempe. Des gouttelettes de sueur perlaient. Tu n'osais pas te relâcher un instant, tu sortis immédiatement une seconde flèche de ton dos. Si l'ours osait montrer sa tête à nouveau, ce serait une nouvelle volée de coups impitoyables. À l'intérieur du piège, le rugissement de l'ours géant devenait de plus en plus violent. L'énorme patte d'ours frappait au hasard dans le fond étroit du trou, bientôt une épaisse fumée poussiéreuse s'éleva de l'ouverture, masquant instantanément ta vision. Cet ours était plutôt intelligent. Tu retins ton souffle, écoutant attentivement ce qui se passait en bas. Les bruits de frappe dans la fumée cessèrent peu à peu, remplacés par un bruit de terre frottée. Il grimpait. Tu bandas ton arc encore plus fort. Soudain, une ombre massive s'éleva lentement, mais cette fois elle te faisait face. Même avec ton tempérament calme. Tu juras intérieurement à cet instant. L'intelligence de combat de cet ours dépassait totalement les réactions d'une bête sauvage. Après avoir été touché une fois, il avait immédiatement compris d'où venait la menace et trouvé rapidement la meilleure stratégie. Sifflement, la seconde flèche jaillit en hurlant. La pointe acérée en os de cerf frappa le dos de l'ours, produisant un bruit similaire à celui d'une flèche touchant du cuir, avant d'être repoussée sans le moindre doute. La flèche ne laissa même pas une marque sur la fourrure. Ton cœur fit un mauvais pressentiment, tu tendis la main pour saisir la troisième flèche. Mais en cet instant très bref, l'ours géant s'était déjà extrait de force du piège. Ses deux yeux se verrouillèrent instantanément sur toi, perché en haut de l'arbre. La seconde suivante, il se transforma en un char d'assaut lourd hors de contrôle, se précipitant violemment vers l'arbre. C'est fini, comment fuir? La puissance d'impact d'un ours brun était terrifiante. Même en mettant à profit tout ce que tu avais appris, tu ne voyais aucun moyen pour un humain de survivre dans une telle situation. Le corps massif de l'ours heurta violemment le tronc, puis un second impact. Une fissure nette apparut rapidement au milieu du tronc, se propageant. À l'instant où l'arbre géant s'apprêtait à se désintégrer, tu as bougé. Tu as saisi la lance en bois dur à deux mains. Et tu sautas vers le bas, en direction de l'ours géant. Putain, c'est de la folie, de la folie. Le dieu des fruits n'a plus peur de mourir. Alors que tout le monde pensait que tu avais abandonné, la seconde suivante, ils virent une scène qu'ils n'oublieraient jamais de leur vie. Tu tombes comme un boulet humain tombé du ciel, le temps s'étire à l'infini, la terreur apparaît pour la première fois dans les yeux de l'ours géant. La lance s'enfonce presque entièrement dans le crâne de l'ours géant, qui s'effondre sans force, donne quelques soubresauts puis ne bouge plus. Un silence absolu. Les dizaines de millions de spectateurs du stream chinois restent figés pendant une bonne dizaine de secondes. Putain. Qu'est-ce qui vient de se passer? Un exploit divin, c'est un exploit divin. Go est trop fort, cette manœuvre est dingue. Shen Yan frappe violemment la table, le visage rouge, incroyable. Ce Xiao Go est invincible. Le concurrent chinois Xiao Go a réussi à tuer un ours géant. La Chine va gagner 10 000 ours adultes supplémentaires. Dans les grandes forêts vierges et les réserves naturelles de Chine, d'énormes ours géants apparaissent de nulle part, un par un. Tu ignores tout du tumulte extérieur. Tu tires la pelle de génie de ta ceinture, tu ouvres le ventre de l'ours et trouves la poche vert foncé. La vésicule biliaire, enveloppée dans une grande feuille propre, est glissée dans le sac. Puis tu commences à traiter la peau de l'ours, un travail colossal. Tu découpes les 4 pattes les plus fines et un grand morceau de filet, tu les emballes dans la peau d'ours traitée. Une fois cela fait, tu charges la viande enveloppée dans la peau d'ours et cherches un espace dégagé à proximité. Après quelques pas, tu sens une odeur familière. Tes yeux s'illuminent, tu suis l'odeur du regard. Non loin, sur une pente, pousse une touffe d'oignon sauvage. Tu avales ta salive. Cela fait presque 10 heures que tu n'as pas mangé, et après ce combat à mort, tes forces sont complètement épuisées. Voir ces oignons te semble un délice céleste. Quelle chance, dis donc. Tu marches vite jusqu'à la parcelle d'oignons, tu arraches sans vergogne une douzaine de gros oignons. Avec ces trésors, ce festin de viande d'ours du jour est parfait. Tu trouves un terrain plat à proximité, allume un feu, pose le filet d'ours sur une pierre plate. Tu le coupes en tranches épaisses avec la pelle. La surface de la viande d'ours prend une belle couleur caramel. Tu prends une tranche et la portes à ta bouche. C'est un pur délice. Mais la viande d'ours, bien que savoureuse, est trop grasse. Mangée seule, elle devient vite écœurante. Alors, c'est au tour des oignons. Tu en prends un, croques une grande bouchée. Le jus piquant envahit ta bouche, puis tu reprends une tranche de viande d'ours. Imbattable, cet accord est une union parfaite. Si seulement j'avais un peu d'alcool de riz, ce serait parfait. Une fois que j'aurai trouvé un endroit pour construire un abri, il faudra aussi prévoir de faire de l'alcool. À ce moment-là, de la viande grillée avec de l'alcool de riz, ce sera le bonheur suprême. Alors que tu es plongé dans la joie de ce repas, tu aperçois du coin de l'œil, au-dessus de la forêt lointaine, une fumée d'antique qui s'élève. Un ravitaillement aérien. L'idée te frappe instantanément,
Une lueur d'excitation brille dans tes yeux. Tu estimes rapidement la distance, environ 20 km, au cœur de la forêt dense. À ton allure actuelle, il te faudra sans doute une journée. Inutile de se presser. D'abord, finis de manger. Il aperçoit la fumée rouge là-bas. En tant que soldat d'élite professionnel, il sait mieux que quiconque la valeur d'une caisse de ravitaillement. Armes, équipements, fournitures médicales. Rations militaires, n'importe lequel de ces objets peut améliorer considérablement la survie. En jugeant par le terrain, cela doit être une vallée relativement ouverte. Bien que le terrain plat soit idéal pour l'atterrissage de la caisse, cela signifie aussi un manque de couverture et une exposition facile. Lune froide pèse le pour et le contre dans son esprit. Le point de ravitaillement attira forcément un grand nombre de concurrents, ce qui mènera à une bataille acharnée. Seul, ses chances de succès sont minces. Mais il n'a pas le choix. Il doit obtenir plus de ressources pour son pays. Lune froide vérifie son équipement. Un couteau militaire, un arc artisanal, quelques morceaux de viande séchée et une bouteille d'eau. Il prend une profonde inspiration et se dirige vers la zone de ravitaillement. Putain, la déesse Lune froide a aussi vu le ravitaillement. Ça promet du spectacle. Est-ce que le dieu Go et la déesse vont se rencontrer au point de ravitaillement? Je vous en supplie, faites équipe. Tu emballes une partie de la viande d'ours dans de grandes feuilles et la glisses au fond de ton sac. Dommage que le sac soit trop petit, la majeure partie de la viande d'ours doit être jetée. Des centaines de livres de viande d'ours par terre. Toutes des ressources vitales dans ce désert. Mais impossible d'emporter autant tout seul. Puis tu marches d'un pas décidé vers la fumée rouge. Plus près du point de ravitaillement, sur une colline, Songxia Chacha et Tianxianzui, chérie, tu as vu? Le petit bâtard montre ses dents blanches, bien sûr que j'ai vu, ma petite chatte sauvage. Ce ravitaillement, on doit le prendre. Les deux préparent leur équipement et se dirigent rapidement vers le ravitaillement. Les streams du monde entier s'enflamment. Putain, ça sent la mêlée générale. Putain, ces deux salauds sont encore en train de se faire des câlins, c'est dégoûtant. Ils ont l'avantage du nombre, les autres concurrents sont en danger. À ce moment-là, tu te déplaces rapidement dans la forêt dense. La viande d'ours, la peau, plus tout l'équipement, ça pèse au moins 30 kilos. Tu sens tes épaules commencer à te faire mal. Ton pas ralentit. À ce rythme, tu arriveras au point de ravitaillement dans des lustres. Il faut trouver un moyen d'accélérer. Soudain, la voix familière du système retentit dans ton esprit, comme si un fil invisible te tirait, pointant vers une direction particulière. Tu suis cette guidance et devant toi apparaît un abri naturel. Putain, une mine d'or naturelle. Dans la société moderne, l'or, c'est une monnaie forte. Putain, je suis riche. Tu sors immédiatement l'appel de génie. L'appel frappe la roche avec un bruit carré sec. Après quelques efforts, tu réussis à extraire une douzaine de morceaux de minerai à très haute teneur en or. Le concurrent chinois Xiaogo a découvert une mine d'or naturelle. Récompense, 10 000 grandes mines d'or. La Chine entière est en effervescence. Des collines entières surgissent de terre partout dans le pays. Après avoir rangé tout le minerai d'or, tu remets ton sac sur le dos et repars vers le point de ravitaillement. Les autres participants courent aussi à toute vitesse, il faut se dépêcher. Mais à peine une demi-heure plus tard, le ciel change soudainement sans aucun signe annonciateur, des nuages noirs déferlent, puis une grêle dense s'abat. Pris de panique, tu sors une marmite et la coiffes sans réfléchir, mais chaque grêlon te frappe douloureusement. Bientôt, ton dos et tes bras sont couverts de bleu. C'est mortel. Tout en courant, la marmite sur la tête. Tu cherches un abri désespérément. Enfin, tu découvres une grotte sous une falaise non loin. Quel temps de chien! Le japonais Matsushita Satsu et son petit compagnon fuient en se cachant la tête dans la jungle. Bien qu'ils se soient abrités sous un grand arbre. Le feuillage ne peut arrêter la grêle, et ils sont frappés au visage, tu méfies. Le Tchèque Jacques arrive juste dans une clairière. Sans aucun abri autour. Après quelques pas, un énorme grêlon le frappe au genou, et il reste à terre longtemps. La grêle tombe près de l'entrée de la grotte, la température intérieure continue de baisser. Tu souffles une buée blanche. Apparemment, tu ne pourras pas partir de sitôt. Tu sors le reste de viande d'ours de ton sac et te prépares à faire du feu pour te réchauffer. Par ce mauvais temps, allumer un feu par friction devient difficile. D'habitude, cela prend quelques minutes, mais cette fois, après une demi-heure, tu n'y es pas encore parvenu. Il va falloir trouver de quoi manger. Alors que tu t'apprêtes à te reposer avant de recommencer, des bruits de pas se font soudainement entendre à l'extérieur de la grotte. Tu tournes brusquement la tête vers l'extérieur, serrant silencieusement ta pelle de sapeur. À travers la grêle dense, tu aperçois vaguement une silhouette qui se rapproche de toi. La figure devient peu à peu claire dans la grêle, un homme de taille moyenne. Portant un sac à dos bien rempli. De quel pays est ce participant? L'homme s'arrête à 3 mètres de l'entrée de la grotte. En te voyant, sur tes gardes, il montre une grande panique. Je n'ai pas de mauvaises intentions, dit-il en levant précipitamment les mains. Tu te demandes s'il est russe. Voyant que tu ne l'attaques pas immédiatement. Il se détend un peu. Il pousse lentement son sac vers toi. Voici tout mon équipement. Je cherche juste à m'abriter de la grêle. Et je suis prêt à partager mes outils. Tu ne baisses pas ta garde. Dans un tel environnement, tout inconnu peut être un ennemi. Mais tu es vraiment curieux de ce sac, bien rempli, contenant pas mal d'objets. L'homme semble deviner ton hésitation. Il désigne le bois sec éparpillé près de l'entrée. Puis le sac qu'il vient de pousser. Feu, feu, dit-il, les yeux brillants. Tu comprends qu'il dit à voix de quoi allumer un feu dans son sac. Tu recules de quelques pas,
tout en lui faisant signe avec ta pelle. L'homme obéit immédiatement et recule docilement à 10 pas. Tu ouvres le sac pour inspecter. Il contient quelques biscuits de ration et des conserves. En dessous, il y a de la corde, un couteau et d'autres équipements standards. Mais ce qui t'excite le plus, c'est le fond du sac. Un briquet à silex. Puis tu lèves les yeux vers l'homme métis. Il garde toujours les mains en l'air. Comment t'appelles-tu? Dupont-Pierre. Tu n'as pas non plus trouvé de compatriote? Non, j'ai toujours été seul. J'ai eu de la malchance, je me suis perdu pendant 3 jours avant d'arriver ici. La plupart des participants forment des équipes temporaires. Il est normal que chacun fuit de son côté en cas de danger. Que veux-tu? Pierre hésite un instant. Puis désigne la grotte. Je voudrais faire équipe avec toi. D'accord? Mais il y a des conditions. Une lueur de surprise traverse les yeux de Pierre. Quelles conditions? Premièrement, tu fais tout ce que je dis. Deuxièmement, tu ne me poses aucune question personnelle. Troisièmement, en cas de danger, chacun pour soi. Je n'ai rien contre une coopération temporaire, mais ne compte pas sur l'amitié. En dehors de moi-même. Personne n'est totalement digne de confiance. Pierre hoche la tête à plusieurs reprises, puis se précipite pour ramasser son sac et entrer dans la grotte. Tu commences à faire du feu. D'abord, tu creuses un petit trou dans le sol avec ta pelle, puis tu ramasses des pierres sèches à l'intérieur pour former un cercle. Pierre te tend volontiers le briquet à silex et un peu d'herbe sèche. Tu prends le silex et frottes rapidement la lame de ta pelle contre la pierre. Bientôt, une petite flamme chasse le froid humide. Tu embroches la viande d'ours sur un bâton pour la faire rôtir. Pierre avale sa salive. Il n'a pas mangé chaud depuis 2 jours. Tu en veux? Pierre hoche la tête frénétiquement. Les yeux pleins de désir. Oui, trop petit. Donne-moi ton briquet à silex en échange. Une lueur de colère traverse les yeux de Pierre, mais il reprend vite son calme et te tend le silex des 2 mains. Tiens, tu hoches la tête, satisfait. Ce n'est pas une mauvaise affaire. Merci, merci beaucoup. Il mord prudemment un petit morceau, fermant aussitôt les yeux. C'est délicieux. Quelle viande? De l'ours. Pierre écarquille les yeux. Tu as tué un ours? Tu ne donnes pas de détails. Continuant à rôtir ta portion. Le regard de Pierre change complètement. Quelqu'un capable de tuer un ours brun à main nue est un chasseur d'élite. Suivre un tel homme augmente considérablement ses chances de survie. Il se félicite intérieurement de son choix. Dehors, la grêle tombe encore, mais à l'intérieur, il fait chaud comme au printemps. Les 2 hommes dégustent en silence leur viande grillée. Aucun ne parle, mais l'air n'est pas seulement imprégné de l'odeur de la viande. Il y avait aussi une autre atmosphère subtile. Pierre jetait de temps en temps un coup d'œil furtif dans ta direction, un calcul presque imperceptible brillant dans ses yeux. Tu es vraiment incroyable. Quelqu'un capable de chasser un ours brun, c'est la première fois que j'en vois un de ma vie. Tu n'as pas répondu, tu remuais simplement les braises avec un bâton. Je pensais que quelqu'un d'aussi fort que toi devait forcément avoir beaucoup de bonnes choses, non? Tu as finalement jeté un coup d'œil vers lui, et Pierre en a eu le cœur serré. Il se rappela la règle que tu avais imposée tout à l'heure, pas de questions personnelles. Nous, les Français, avons un dicton. Entre amis, on doit s'entraider. Tu m'as sauvé la vie, je te revaudrai ça. Dans le flux en direct, les spectateurs avaient déjà remarqué quelque chose, ce type, son regard n'est pas net. Il ressemble à une fouine qui complote pour voler des poulets. Méfie-toi, je sens que ce gars a un problème. La nuit s'approfondissait, la grêle dehors s'était enfin arrêtée. Pierre consulta sa montre. Puis jeta un autre regard vers toi, qui reposait les yeux fermés. Il n'est plus tôt, pourquoi tu ne dors pas encore? Sans même ouvrir les paupières, tu répondis d'un ton calme, et toi, tu ne dors pas non plus. J'ai l'habitude de me coucher tard. Repose-toi d'abord, je monte la garde, je te garantis que tout ira bien. Pas sommeil. Ta réponse coupa net la parole de Pierre. Une inquiétude monta en lui. Mais il garda un ton amical, alors montons la garde ensemble. Comme tu veux. Le temps s'écoulait minute après minute, Pierre devenait de plus en plus agité. Désolé? Je dois sortir un moment pour me soulager. Un sourire froid, presque imperceptible, se dessina au coin de tes lèvres, aller aux toilettes avec tout ton équipement. Comme tu veux. Pierre, comme libéré d'un poids, se hâta de sortir de la grotte. Après son départ, tu te levas brusquement et d'un coup de pied dispersa le feu de camp. Puis, chargeant ton matériel sur ton dos, tu te fondis silencieusement dans l'obscurité. Tu trouvas bientôt un rocher à l'abri du vent, tendis ton arc, et ton corps tout entier se confondit avec la nuit. Décidément, ce type est louche. En moins de 10 minutes, 2 bruits de pas furtifs parvinrent de loin. Iwan, il est dans cette grotte. Un seul homme, très bien équipé. T'es sûr qu'il est seul? Certain. Je l'ai observé toute la nuit, il n'y avait que lui. Iwan ricana froidement. D'abord, on lui brise les membres, ensuite on lui prend tout son matos. Souviens-toi. Ne laisse aucune trace. Puis les 2 hommes se ruèrent dans la grotte comme des loups affamés, mais elle était vide. Il n'y avait qu'un tas de cendres éparpillées. Pierre blêmit, impossible. Il était là tout à l'heure, comment? Iwan se retourna brusquement et le fixa d'un regard féroce. Espèce d'idiot, tu as été repéré. À cet instant. Une flèche transperça la cuisse de Pierre. La violence de l'impact le projeta au sol. Iwan, pris de panique, brandit sa machette en hurlant vers la direction de la flèche, qui? Sors de là. La 2e flèche fut sa réponse, traversant net le poignet qui tenait l'arme. La machette tomba par terre avec un bruit métallique,
tandis que Yuan hurlait en serrant son poignet qui pissait le sang. Tu sortis lentement de derrière le rocher. La pointe de ta flèche à nouveau braquée sur les deux hommes. Sans un mot, tu commenças à bander ton arc. Le fort survit. Après en avoir fini avec les deux hommes, tu commenças à fouiller le butin. Le vent nocturne apportait une forte odeur de sang, mais tu n'y prêtais pas attention. Je vais être riche, je vais être riche. En plus de quelques biscuits de survie et d'une demi-bouteille d'eau, il y avait aussi une trousse de secours rouge flambant neuve. Dans ce désert, c'était littéralement une seconde vie. Et puis il y avait un couteau suisse. En fouillant le sac de Yuan, ce colosse, tu trouvas un demi-lapin séché, une corde en nylon enroulée, et la machette par terre. Tout ça, c'était du matériel de survie de premier choix dont tu avais rêvé. Tu fourras tout ce qui était utile dans ton sac, puis tu jetas un dernier regard aux deux corps au sol, les yeux glacials. La prochaine vie, ayez les yeux mieux ouverts. Sur ces mots, tu tournas les talons et disparus dans la nuit. Au même moment, dans le flux en direct de Longo, c'était la liesse générale. Les commentaires explosèrent comme une éruption volcanique, si dense qu'on distinguait à peine l'image. Goshen est invincible. Voilà ce qu'un vrai homme de Longo devrait être. Dans le studio, Sabénin, surexcité, frappa la table. Une contre-attaque digne d'un manuel. Il montre à tous que dans la nature sauvage, le plus dangereux, c'est le cœur humain. Cependant, la joie de Longo contrastait avec le silence de mort de certains pays. Sur le canal de la réunion d'urgence mondiale, le représentant d'un certain pays, le visage déformé par la rage, accusa frénétiquement tes actions auprès de Longo. Mais le représentant de Longo répliqua facilement. Après tout, les règles du jeu sont ainsi. Le représentant de ce pays n'obtint aucune satisfaction, voyant qu'il ne pouvait pas gagner sur le terrain des règles. Le représentant menaça, le visage grimaçant, dans 2 jours, le canal de communication entre les participants sera officiellement ouvert. À ce moment-là, je donnerai personnellement l'ordre de rassembler tous les survivants de notre pays, et à n'importe quel prix. De traquer tous les participants de votre Longo. Ces paroles firent tomber la température de la salle de réunion au point de congélation. Mais le représentant de la nation Dragon ricana simplement, nous attendrons. À ce moment-là, dans le désert des spectres. Tu portais le butin de Shen Diandian, marchant silencieusement à travers les bois, tandis que le rapport de tes 2 éliminations de concurrents étrangers avait déjà été diffusé. Dans une grotte secrète recouverte de lianes, Shen Yu aiguisait un couteau militaire. Quand soudain sa montre vibra, il jeta un coup d'œil à l'écran, et en voyant le rapport, ses yeux se rétrécirent. Encore Xiaogo, bien joué. À ces mots, Shen Yu aiguisa plus fort, sachant qu'il ne devait pas se laisser distancer. Pendant ce temps, les autres concurrents de la nation Dragon virent aussi ce message, et une vague de fierté et d'espoir les envahit tous. Peu après, une lueur blanchâtre pointa à l'horizon et tu te levais, époussetant la poussière sur tes vêtements. Puis tu jetais ton lourd sac à dos sur tes épaules, avant de t'orienter et de repartir vers la colonne de fumée rouge. Une lueur déterminée dans les yeux. Après plusieurs heures de marche intense, tes jambes pesaient comme du plomb. Chaque pas douloureux, au point de trembler légèrement. Tu décidas alors de faire une pause. Et de reprendre des forces. Grâce à ta perception environnementale de maître, tu te dirigeas rapidement vers la zone où l'air était plus humide. Bientôt, un bruit d'eau courante se fit entendre, et tu écartas les buissons devant toi. Découvrant un ruisseau, l'eau n'était pas très claire, mêlée de sable fin et de feuilles mortes. Mais dans ce désespoir, c'était indéniablement une source de vie. Tu déposas ton lourd sac, en tiras une machette, et t'approchas du ruisseau pour choisir un arbre de la taille d'un bol. Puis, prenant une profonde inspiration, tu abattis la machette, la lame s'enfonçant à moitié dans le tronc. Tu ne pus retenir un cri sourd. À force de coups répétés, l'arbre tomba en moins de 2 minutes. Tu décidas de le décomposer en un de bois. Puis sortis une pierre à feu, frottant vigoureusement le dos de la lame contre la barre de magnésium noir. Une étincelle jaillit, atterrissant précisément sur l'amadou sec que tu avais préparé. Une fumée bleutée s'éleva, et une flamme surgit. Bientôt, un feu de camp réconfortant brûla, chassant ta fatigue et le froid. Quel bien, ce feu! Sur ces mots, tu creusas un simple filtre auprès du ruisseau avec une pelle de sapeur, y déposant successivement du sable, des graviers et de la cendre végétale. Tu filtras l'eau trouble à plusieurs reprises. Puis la versa dans une marmite posée sur le feu. En attendant l'ébullition, tu sortis le demi-lapin séché. La viande était dure comme du bois, mais à tes yeux, c'était un mets de choix. Trop de viande d'ours, c'est lourd. Un peu de lapin, c'est pas mal. À cette pensée, tu sortis un couteau suisse, coupant facilement la viande en morceaux, que tu enfilas sur des branches pour les faire rôtir au-dessus du feu. Bientôt, la graisse chauffée libéra un riche arôme de viande qui se répandit dans les bois. Dans le studio de la Nation Dragon, d'innombrables spectateurs furent captivés par cette scène appétissante. Dans le hall, Sabénine ne put s'empêcher d'avaler sa salive. Tandis que Shen Yu, à côté, affichait un air sérieux. La méthode de Xiaogo pour traiter l'eau est la plus classique et efficace, une filtration physique. Cela montre une expérience de survie extrêmement riche. Au bord du ruisseau, tu buvais l'eau bouillie tout en mangeant le lapin grillé, croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur, la fatigue de la nuit blanche s'estompant peu à peu. Bientôt, tu avalas le dernier morceau de lapin, puis recouvris soigneusement le feu de camp avec du sable, arrosa d'eau et vérifia qu'il ne restait aucune braise. En remettant le sac de Shen Diandian sur ton dos, tu te sentis soudain plein d'énergie.
Tu t'orientas rapidement et repris la route vers le signal de ravitaillement. Mais à peine une demi-heure plus tard, ton pas ralentit involontairement, car la forêt était trop silencieuse. Les chants d'oiseaux et les cris d'insectes avaient disparu. Et un frisson te parcourut de la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Tous tes muscles se tendirent, et tu saisis la machette à ta ceinture, activant ta perception environnementale de mettre à son maximum. Tu scrutais les alentours, ton regard s'arrêtant finalement entre deux arbres devant toi. À environ 10 cm du sol, il y avait un fil fin, un piège à lacets fabriqué à partir de tendons d'animaux. À ce moment, le studio de la Nation Dragon explosa. Dans le hall, Shen Y fixait l'écran, c'est un piège destiné aux humains. Quelqu'un vise Xiaogo. À ces mots, le cœur de tous remonta dans la gorge. Mais toi, tu fis un geste inattendu. Tu te croupis lentement, tendis un doigt, et traça quelques cercles sur le sol. En un instant, tu construisis une carte d'attaque tridimensionnelle dans ton esprit, analysant d'où pourrait venir une attaque après le déclenchement du piège. Bientôt, ton regard se fixa sur deux points d'embuscade parfaits non loin de là. Un sourire froid se dessina au coin de tes lèvres. Puis, reculant de 2 pas, tu disparus dans l'ombre. En même temps, tu sortis ton arc artisanal. Non loin, 2 joueurs du PIN étaient accroupis. Ce petit salaud, là où tu as disparu, il jure, est-ce qu'il a découvert le piège? Une voix de Matsushita J retentit. Ce piège à fil a été fabriqué selon la méthode ancienne du grand PIN. Il ne peut absolument pas le découvrir. Patience. Attends qu'il déclenche le piège. En entendant cela, le petit salaud se détendit, se léchant les lèvres gercées, les yeux pleins de convoitise. Mais les minutes passaient, et la zone du pire restait silencieuse, épuisant rapidement la patience des 2 hommes. Soudain, un bruit venant d'un buisson attira leur attention. Quelque chose en sortit et fila rapidement vers un autre endroit. Le petit salaud poussa un soupir de soulagement, mais une ombre noire jaillit soudainement. Une flèche transperça précisément son poignet. Et un cri déchirant traversa la forêt. Voyant cela, Matsushita J roula rapidement sur le côté, son couteau à la main, scrutant les alentours avec méfiance. À ce moment, tu sortis calmement, ton arc à la main, le regard aussi froid que si tu contemplais 2 cadavres. Une pression écrasante. Cela fit manquer un souffle à Matsushita Shazatsu. Qui es-tu? Mais tu ne répondis pas. Tu levais lentement ton arc en visant Matsushita Shazatsu. 3 pierres acérées jaillirent de sa main et volèrent vers toi. En même temps, Matsushita Shazatsu leva un couteau court et se rapprocha rapidement de toi. Cependant, ta réaction fut plus rapide, tu te décalas légèrement sur le côté en un instant, esquivant ainsi l'impact des 3 pierres, puis en un instant tu bandas ton arc et tira une flèche. Voyant cela, Matsushita Shazatsu se précipita sur le côté pour l'éviter, mais contre toute attente, la flèche fila tout droit vers Kwashizeze, qui ne pouvait pas bouger. Il n'eut pas le temps de réagir, et fut transpercé à la tête par la flèche. À cette vue, le cœur de Matsushita Shazatsu trembla violemment, mais tu tenais déjà une pelle de sapeur en courant vers elle. Matsushita Shazatsu leva rapidement son couteau pour se défendre. La pelle de sapeur et le couteau s'entrechoquèrent, faisant jaillir des étincelles. L'instant d'après, une force immense parcourut la lame. Le pouce de Matsushita Shazatsu se déchira instantanément, du sang suinta. Secouée par cette force brutale, elle recula de 2 pas avant de retrouver son équilibre. Ses yeux étaient pleins de stupéfaction. Ce concurrent de Longo est-il un monstre? Cependant, après avoir réussi ton coup, tu continuas sans répit à brandir ta pelle de sapeur vers elle. À cet instant, Matsushita Shazatsu serra les dents et leva précipitamment la main pour parer l'attaque. En un éclair, une douleur atroce d'os brisé lui traversa le corps. Matsushita Shazatsu fut projeté en arrière et heurta un arbre. Aussitôt, tu l'as suivi comme une ombre, soulevant ta pelle de sapeur et l'abattant violemment sur sa tête. À ce moment, à environ 1 kilomètre de là, Leng YU entendit les cris et s'arrêta. Il identifia immédiatement la direction du son. Mais Leng YU n'avança pas à la hâte. Au contraire, il retint toute son aura et se dirigea vers la source du bruit. Peu après, Leng YU arriva derrière un immense banyan. Alors qu'il s'apprêtait à observer la situation devant lui, soudain, une flèche entièrement noire fut tirée de derrière. Par réflexe, Leng YU roula sur le côté. Mais la flèche s'enfonça profondément dans sa cuisse. Une douleur perçante explosa instantanément. Leng YU laissa échapper un gémissement étouffé. Le sang teignit immédiatement son pantalon de combat. Réprimant la douleur, il roula aussitôt dans un buisson dense, puis dégaina son poignard en fixant la direction d'où venait la flèche. Bientôt, des pas retentirent. Une silhouette grande et blanche sortit en riant. Le petit chaton du Longo a des réflexes rapides. Dommage, c'était un peu trop lent. Derrière lui suivaient 2 hommes robustes. Les 3 étaient des concurrents du Dantago. Le blanc ne se précipita pas. Il regarda les traces de sang sur le sol et dit d'un ton glacial, « On va bien s'amuser avec toi. » Les 3 se dispersèrent en parfaite synchronisation, formant une formation de recherche tactique triangulaire standard, puis encerclèrent lentement la zone où Leng YU se cachait. De l'autre côté, dans la forêt dense, tu fouillais l'équipement des concurrents du WOGO. À ce moment, 2 annonces mondiales retentirent. Concurrent de Longo, Xiaogo, élimine le concurrent du WOGO, Matsushita Shazatsu. Concurrent de Longo, Xiaogo. Élimine le concurrent du WOGO, Kwashizeze. La salle de diffusion en direct de Longo explosa de joie, tandis que celle de WOGO sombra dans un silence de mort.
Tu récupéras toutes les flèches utilisables et extorquas aux deux corps un couteau court et une demi-gourde d'eau. Puis, sans te retourner, tu te dirigeas vers le largage. Une demi-heure plus tard, tu atteignis enfin la destination. Une énorme caisse métallique reposait tranquillement sur la clairière. Tu ne t'approchas pas immédiatement. Au lieu de cela, tu balayas les alentours avec vigilance pour confirmer qu'il n'y avait pas d'embuscade. Puis, calmement, tu prononças 4 mots, diffusion en direct, arrêtez. La seconde suivante, la lueur de ta montre s'assombrit instantanément. En même temps, les écrans de milliards de spectateurs dans le monde devinrent noirs. Goshen a éteint le direct. Pourquoi? J'aimerais savoir ce qu'il y a dans cette caisse. Ignorant le tumulte extérieur, tu ouvris lentement la caisse métallique. À l'intérieur se trouvaient plusieurs sacs scellés, respectivement. Pommes de terre à haut rendement et résistantes au froid, maïs vivace résistant à la sécheresse, soja riche en protéines. En dehors de la caisse, il y avait aussi un kit de premier secours militaire de qualité supérieure, une pince multifonction et un panneau solaire de la taille d'une paume. Tes yeux s'illuminèrent. La valeur de ces graines capables de produire de la nourriture de manière stable surpassait largement celle de n'importe quelle arme. À cette pensée, tu rangeas rapidement les objets dans ton sac. Puis, tu sortis de ton sac un pistolet M1911 et 2 chargeurs, et les plaças dans la caisse métallique désormais vide. Après avoir fait cela, tu t'apprêtais à rallumer le direct. À cet instant, ton corps ressentit soudainement une sensation intense, beaucoup de personnes approchaient. Aussitôt, ton regard se durcit. En un éclair, tu te glissas derrière un arbre géant. Bientôt, des bruits de pas et de conversation parvinrent de la forêt. 3 concurrents du Dantago apparurent dans la clairière. Et entre eux, il traînait une personne, c'était Leng YE, blessé. Le chef des concurrents du Dantago, Kane, jeta un coup d'œil au largage puis ricana, « Sors, ami de Longo. Je sais que tu es là. Si tu ne veux pas que ton compagnon ait des ennuis, donne-moi gentiment ce qu'il y a dans le largage. » Ces paroles dites, tu ne bougeas pas. Au lieu de cela, tu analysais rapidement la situation. 3 ennemis, entièrement armés. L'un tenant une arbalète composite, un autre un arc recourbé, et un colosse avec une hache de bûcheron. Mais de ton côté, Leng YE avait déjà perdu sa capacité de combat. Une confrontation directe n'offrait que peu de chances de victoire. Voyant que personne ne répondait, Kane perdit patience. Il fit un signe au colosse. Le colosse émit un ricanement mauvais, puis posa sa hache de bûcheron sur le cou de Leng YE. Voyant cela, tu sortis lentement de derrière l'arbre, les mains levées, le visage légèrement tendu. Ne lui fais pas de mal. Les affaires sont dans la caisse. Vous pouvez les prendre. En entendant cela, Kane sourit avec satisfaction. C'est mieux comme ça. Ouvre le largage, laisse-moi voir quel trésor tu as obtenu. Sans un mot, tu t'approchas lentement de la caisse métallique, puis t'accroupis devant elle, faisant semblant de soulever difficilement le couvercle. Mais ta main était déjà à l'intérieur de la caisse. Kane ne s'en rendit pas compte et, au contraire, te pressa avec impatience, plus vite. Tu répondis doucement, presque. La seconde suivante, tu te retournas brusquement, tenant le pistolet. Puis tu appuya rapidement sur la détente. 2 coups de feu déchirèrent la forêt. Les 2 hommes derrière Kane s'effondrèrent. À cet instant, Kane était terrifié. Il n'aurait jamais imaginé que tu aurais une arme à feu. Par réflexe, il leva son arbalète composite pour riposter. Mais ton mouvement fut plus rapide que le sien. Tu appuyas sur la détente, 2 balles filèrent. L'une fit voler l'arbalète composite des mains de Kane. L'autre balle touche son épaule. Kane pousse un cri de douleur puis, en roulant et rampant, s'enfonce dans les profondeurs de la forêt. La forêt retombe dans le silence. Tu ranges ton pistolet, t'approches de Lune froide, sors ton couteau et coupe les cordes. Lune froide s'appuie contre un arbre, la main sur sa blessure qui saigne. Il te regarde, les yeux emplis de choc et de gratitude, tandis que la diffusion en direct mondiale tourne à la pagaille. Tout le monde pense que le pistolet est le prix offert par le système. La Chine est en liesse, les États-Unis sont sous un ciel sombre. À ce moment, Lune froide dit d'une voix rauque, « Merci ». Tu te contentes de hocher la tête en réponse. Puis tu t'accroupis près de lui, sors une trousse de premier secours militaire de ton sac et l'ouvre. La trousse contient tout l'équipement nécessaire. Tu prends des ciseaux chirurgicaux et découpes doucement le tissu autour de la blessure de Lune froide. D'une main ferme, tu maintiens sa tête, puis de l'autre, tu saisis la flèche, la pousse brusquement et la retires d'un coup. La flèche est extraite instantanément, mais le sang jaillit immédiatement. Lune froide serre les dents, la sueur perle sur son front. Sans changer d'expression, tu désinfectes rapidement la plaie, puis sors une aiguille et du fil pour commencer à suturer. Chacun de tes gestes est digne d'un manuel. Voyant cela, Lune froide ne peut s'empêcher de demander, « Qui es-tu vraiment ?» Tu ne lèves pas la tête, concentré sur ton travail. Le concurrent chinois Petit Fruit. Mes infos sont sur ma montre. Lune froide n'ajoute rien après ces mots. Il comprend que tu ne veux pas répondre. Bientôt, la suture est terminée. Lune froide dit solennellement. Je me souviendrai de cette faveur. Tu ranges la trousse de premier secours et te lèves. Tant que tu es en vie, la Chine a une chance de plus. Nous ne sommes que 2 chiffres sur la liste des survivants chinois pour l'instant. Sur ce, tu commences rapidement à nettoyer le champ de bataille. Tu récupères un gilet tactique, une arbalète composite et un carquois entier de flèches en fibre de carbone. Après avoir rangé le tout, tu tends la main à Lune froide. Il va revenir bientôt avec plus de monde. Nous devons partir d'ici immédiatement. Lune froide saisit ta main sans hésiter. S'appuyant sur ta force, il se redresse. Où allons-nous ?
Trouver un nouvel abri. Rassembler tous les concurrents chinois. Une nouvelle maison où ils pourront être en sécurité. En disant cela, ton regard se porte vers les montagnes au loin. À cet instant, au cœur de la forêt, Kane fuit comme un fou. La douleur atroce à l'épaule le fait presque s'évanouir, mais il n'ose pas s'arrêter. Dans son esprit, la scène précédente défile en boucle. Kane serre les dents, petit fruit. Je jure que tu me le paieras au centuple. Sur cette pensée, Kane accélère le pas. Il doit rapporter cette information, puis rassembler les forces des États-Unis pour te déchiqueter. Le vent dans les bois souffle avec une fraîcheur. Tu soutiens l'une froide en vous déplaçant plus profondément dans la forêt. Les arbres deviennent de plus en plus denses, la lumière de plus en plus tamisée. Tu portes tout le poids de l'une froide, tout en scrutant constamment les environs avec ta perception environnementale de maître. Bientôt, le ciel s'assombrit. Tu t'arrêtes sous un arbre gigantesque. Nous passerons la nuit ici. Sur ce, tu commences à déposer ton équipement. D'abord, tu étends une grande peau d'ours sur le sol pour isoler l'humidité. Ensuite, tu sors de ton sac toutes sortes d'armes et d'outils. Enfin, une multitude de provisions. Lune froide regarde ce tas d'objets, bouche bée. Il se considérait comme le meilleur concurrent chinois, mais devant toi, on dirait qu'il jouait à la survie en pleine nature. Maintenant, tu classes tout méthodiquement, les armes à portée de main, les autres objets répartis dans 3 sacs à dos. Prêt à te déplacer à tout moment. Après cela, tu prends une marmite de campagne et 2 gourdes. Tu donnes un briquet et un couteau à Lune froide. Fais du feu ici pour garder la chaleur. Je vais chercher de l'eau et de la nourriture. Ta blessure a besoin d'eau propre pour être nettoyée. Reste vigilant. Lune froide prend les objets et hoche la tête. Tu tournes le dos et disparais dans la pénombre des arbres. Une fois loin du camp, tu ne t'éloignes pas vraiment. Grâce à ta perception environnementale de maître, tu observes les alentours. Bientôt, tu perçois un faible bruit d'eau courante à l'ouest. Tu te diriges immédiatement vers l'ouest, marmite et gourde en main. Environ 10 minutes plus tard, un ruisseau clair apparaît devant toi. Tu t'accroupis, prends un peu d'eau dans tes mains pour vérifier qu'elle n'a pas d'odeur étrange, puis tu remplis les gourdes. Soudain, un bourdonnement attire ton attention. Tu suis le bruit du regard et vois une ruche accrochée à un arbre. Une idée te vient immédiatement à l'esprit. Le miel peut fournir beaucoup de sucre. Pensant cela, tu examines rapidement les environs. Ton regard se fixe sur quelques touffes d'armoise et des branches sèches. Un plan se forme instantanément dans ton esprit. Tu t'approches de l'armoise et en arraches les feuilles. Puis tu ramasses de nombreuses branches mortes. De retour à l'endroit initial, tu sors le briquet. Avec un claquement sec. L'étincelle atterrit précisément sur les branches mortes. En un instant, une flamme jaillit. Tu attends que les branches se transforment en braise rouge. Alors seulement tu déposes l'armoise dessus. Peu après, une épaisse fumée blanche s'élève. Tu arraches rapidement quelques grandes feuilles pour envelopper l'armoise. Ne laissant qu'une petite ouverture pour la fumée. Dans le studio chinois, Shen ajuste ses lunettes. La méthode de fumigation à l'armoise est très efficace. Mais la concentration de la fumée, la durée du fumage, et même la direction du vent peuvent compromettre le résultat. Et Petit Fruit a réussi à reproduire parfaitement cette technique avec les matériaux les plus rudimentaires. À l'écran, tu tiens déjà une torche fumigène près de la ruche. La fumée épaisse monte sans cesse. À l'intérieur de la ruche, c'est l'émeute immédiate. Des milliers d'abeilles sauvages en sortent en masse et plongent dans la fumée. Elles tombent au sol, faibles comme des ivrognes. Ton expression reste inchangée. Tu maintiens un rythme constant de fumigation patiente. 5 minutes plus tard, le bourdonnement de la ruche s'éteint complètement. La ruche dorée est exposée à l'air libre. Tu sors aussitôt ton couteau et découpes avec précision un grand morceau de gâteau de miel. Puis tu le déposes avec précaution dans la marmite de campagne. À cet instant, une ligne de texte froid apparaît devant tes yeux. Détection, le concurrent Petit Fruit a obtenu une ressource rare, du miel sauvage. Déclenchement du retour multiplié par 10 000. La récompense est en cours de distribution. L'indication disparaît en un éclair. Tu ne te laisses pas distraire. Tu prends tout ton matériel et te retournes pour partir. C'est alors que ton corps se tend soudainement. Un bruissement vient d'un buisson proche. Une paire d'yeux, à travers les feuilles, fixe avidement ton dos. Tu déposes lentement la gourde et la casserole, tes gestes si silencieux qu'aucun bruit ne s'en échappe. Au même moment, dans d'innombrables régions du dragon, d'immenses tempêtes sauvages surgissent de nulle part. Dans le centre de commandement du groupe d'action suprême, les appels se succèdent sans relâche. À travers tout le pays, 10 000 tempêtes sauvages sont apparues. Quand la nouvelle se répand, le dragon est en émoi. Dans le studio de diffusion, Shen Y.E. fixe l'écran, les yeux rivés. L'attitude de Xiaogo est anormale, on dirait qu'il a rencontré quelque chose. À cet instant, tes muscles se tendent. Tu regardes vers ce fourré, et un loup gris adulte en jaillit. Il se baisse, le museau frémissant sans cesse. À cette vue, tu glisses lentement ta main vers le pistolet à ta ceinture. Au moment où tes doigts effleurent la crosse, le loup gris lève le cou et pousse un long hurlement. À ce cri, ton cœur s'enfonce d'un coup dans l'abîme. Une détonation résonne, et la seconde suivante, une balle traverse le crâne du loup gris. Son corps massif s'écrase lourdement au sol. Mais il est trop tard, déjà, au loin, les hurlements des loups se multiplient. Les cris se rapprochent, de plus en plus denses. Tu regardes le cadavre du loup gris avec un pincement de regret, puis, serrant les dents, tu saisis d'une main le chaudron de campagne et la gourde. Sans un regard en arrière, tu fonces vers le camp. Ici et maintenant, le temps, c'est la vie, il te faut briser l'encerclement des loups et emmener l'NYE avant qu'il ne se referme. De l'autre côté,
Leng YE a déjà entendu les coups de feu et les hurlements. Il se lève brusquement près du feu de camp. La main droite serrant sa lance. Bien que la flèche dans sa cuisse le fasse toujours souffrir d'une douleur aiguë, Leng YE se met en position de combat. Il sait mieux que quiconque ce que signifie être encerclé par une meute de loups. Une lueur de détermination traverse son visage, si je ne peux m'échapper. Je ne dois en aucun cas devenir un fardeau pour Xiaogo. Sur ces mots, il fourre d'abord les provisions dans son sac à dos, puis sort son poignard, prêt à en découdre. À cet instant, un bruit de pas précipité s'élève depuis les bois. Leng YE adopte immédiatement une posture de combat. Après un court instant, ta silhouette surgit de la forêt. Au moins 7 loups convergent vers nous, il faut partir tout de suite. Leng YE hoche la tête sans hésiter, le ruisseau. On peut utiliser l'eau courante pour masquer notre odeur et nos traces. Sur ce, tu éteins rapidement le feu de camp, puis toi et Leng YE quittez le camp l'un derrière l'autre. Vous progressez rapidement dans l'obscurité. Devant, tu ouvres la voie à coups de machette dans les ronces, Leng YE, supportant sa douleur atroce, te suit. Bientôt, des grondements de loups montent de toutes parts. Le loup alpha pousse un hurlement perçant, et la meute entière se lance à votre poursuite. Tu sens l'odeur de mort se rapprocher dangereusement, mais heureusement, le bruit de l'eau qui coule devient plus clair devant toi. Sous la lumière de la lune, tu aperçois déjà l'éclat scintillant de l'eau. Soudain, un loup gris, tel un spectre, jaillit du côté et fonce droit sur Leng YE qui est en retrait. Mais Leng YE l'a déjà détecté. Il abat violemment sa machette, mais ses forces ne peuvent égaler la rapidité du loup. À l'instant où la gueule du loup s'apprête à lui mordre l'épaule, tu pivotes brusquement et fais feu. La balle frappe le dos du loup gris avec une précision chirurgicale. Il s'effondre en hurlant, mais ne meurt pas sur le coup. Votre position est désormais exposée. La meute converge de tous côtés. Une myriade d'yeux verts luisants s'allument dans les bois. À cette vue, tu empoignes fermement le bras de Leng YE et rugis. Sur ces mots, vous plongez tous les deux dans l'eau glacée du ruisseau. Le courant vous emporte vers l'aval, tandis que sur la rive, une horde de loups gris s'immobilise. Ils n'osent pas se jeter à l'eau, se contentant de vous fixer, hurlant de rage impuissante. Tu crois un instant être hors de danger. Quand la meute, menée par le loup noir, s'élance soudainement vers les deux rives de la rivière. À cette vue, tu comprends que le pire arrive. Ces bêtes veulent nous prendre de l'autre côté, à la sortie de l'eau. Mais Leng YE, le visage livide, n'a même plus la force de parler. Tu réalises immédiatement que quelque chose ne va pas. Les sourcils froncés, tu demandes précipitamment, qu'est-ce que tu as? La voix de Leng YE est rauque, ses paupières lourdes s'ouvrent et se ferment. La blessure de flèche, elle est infectée, je crois. Ton cœur se serre. Dans un tel environnement, une infection de flèche équivaut presque à une condamnation à mort. Il avance avec difficulté dans le courant violent, et tu n'as qu'un seul bras. Pour le retenir, l'empêchant d'être emporté par l'eau. Sur les rives, la meute s'est scindée en deux groupes qui courent à pleine vitesse le long du courant, essayant de vous intercepter en aval. Dans le studio, les ongles de l'animatrice Shen Xu s'enfoncent presque dans sa paume. Shen YE, le visage livide, fixe l'écran. Une fièvre provoquée par une infection de flèche, sans antibiotiques, c'est une mortalité de plus de 80% en milieu sauvage. Xiaogo est confronté à un choix terrible. Dans les rapides, Leng YE déclare avec résolution, c'est moi qui te retarde. Laisse-moi, va vite en aval et sème-les. Mais tu serres les dents et réponds, ne parle pas, ne t'endors pas. Si ma vie est en danger, je t'abandonnerai, mais pas maintenant. La seconde suivante, les hurlements des loups retentissent depuis la rive. La meute ne cesse de vous poursuivre, mais le corps de Leng YE s'affaiblit de plus en plus. Tu dois ajuster ta position. Le prendre dans tes bras et continuer à avancer. L'eau glacée du ruisseau te transperce, mais la température du corps de Leng YE est brûlante comme de la braise. Tu réalises clairement que sa vie s'écoule. Pire encore, la meute a déjà contourné le lit de la rivière jusqu'en aval. À cette vue, le cœur dur, tu obliques brusquement vers la berge, il faut trouver une occasion de sortir de l'eau au plus vite. Sinon, tôt ou tard, nous sommes condamnés. Heureusement, à la lumière de la lune, tu aperçois un bas-fond relativement plat. Alors, rassemblant toute ta force, tu nages dans cette direction. À cet instant, Leng YE a déjà perdu connaissance, seule une respiration faible prouve qu'il est encore en vie. Tu atteins bientôt le bas-fond et, avec tes dernières forces, tu hisses Leng YE hors de l'eau. Mais avant même que tu puisses reprendre ton souffle. Sous la lumière de la lune, tu cherches frénétiquement un abri. Bientôt, une ouverture noire apparaît sur la paroi rocheuse devant toi. Tu n'as pas d'autre choix. Tenant Leng YE, tu fonces rapidement vers l'entrée de la grotte. Heureusement, la grotte est plus spacieuse que tu ne l'imaginais. C'est une caverne naturelle, d'une profondeur d'une quinzaine de mètres, mais le sol présente une zone soigneusement dégagée, visiblement aménagée. Sur les parois de la grotte, il y a quelques petits trous creusés à la main, comme pour y déposer des objets. Le plus important, c'est que l'air conserve. Une légère odeur de fumée et de feu. Ton cœur sursaute soudain, il est évident que quelqu'un a vécu ici. Mais la blessure de l'enjeu doit être traitée immédiatement. Pourtant, il n'y a que quelques fournitures médicales de base à l'intérieur. Pour une infection de ce degré, c'est une goutte d'eau dans un océan. Juste à ce moment, les hurlements d'une meute de loups proviennent de l'extérieur de la grotte. Tu retiens instinctivement ton souffle, puis lèves ton pistolet pour protéger l'enjeu. La lumière de la lune pénètre en oblique par l'entrée de la grotte.
Tu vois distinctement plusieurs ombres noires se déplacer à l'entrée. Bientôt, un loup gris s'approche prudemment de l'ouverture, son museau frémissant sans cesse dans l'air. Il renifle toute odeur suspecte. Soudain, l'angiu, à cause de spasmes corporels, émet un faible bruit. L'instant d'après, le loup gris dresse les oreilles. Au moment même où il s'apprête à passer la tête dans la grotte, un appel du loup alpha retentit au loin. Après avoir entendu, le loup gris hésite un instant, puis finit par faire demi-tour et partir. En voyant cela, tu pousses un long soupir de soulagement. Peu après, les bruits de pas de la meute s'éloignent complètement. Ce n'est qu'alors que tu oses allumer une pierre à briquet pour examiner la grotte. Tu vois qu'au fond de la grotte se trouve un foyer rudimentaire fait de pierres empilées, avec du bois sec amassé à côté. Dans un petit creux de la paroi, il y a aussi une boîte de conserve en fer blanc usé. En l'ouvrant, tu découvres qu'elle contient des résidus de plantes médicinales broyées. À ce moment, l'ange émet à nouveau un son de douleur. En entendant cela, tu te retournes immédiatement pour examiner son état. Les paupières de l'angiu tremblent péniblement. « Ouah, j'ai tellement froid !» Tu comprends que c'est un trouble de la régulation thermique dû à la forte fièvre. Tu enlèves donc rapidement la peau d'ours pour en couvrir l'angiu, puis tu te tournes pour commencer à faire du feu. À l'aide du bois sec de la grotte, tu allumes rapidement un feu de camp. Peu de temps après, la vague de chaleur chasse l'humidité froide et sombre de la grotte. Tu commences à traiter la blessure de l'angiu. Autour de la plaie, c'est déjà fortement enflé et rouge, avec du pus jaune verdâtre qui suinte. D'abord, tu nettoies simplement la blessure avec de l'eau, puis tu utilises un linge humide pour faire baisser la température de l'angiu par refroidissement physique. Après cela, tu places la casserole sur le feu. Et tu prends de la viande d'ours pour préparer une soupe chaude. À présent, tes vêtements trempés sèchent lentement dans la chaleur, et tu ressens une chaleur bienvenue envelopper tout ton corps. Les muscles tendus et les nerfs se relâchent. Pendant que la soupe de viande cuit, tu coupes quelques morceaux de viande d'ours en tranches avec ton poignard. Ensuite, tu enfiles les tranches sur des bâtonnets et les fais griller au-dessus du feu. Puis, tu sors du miel de ton sac à dos et en arroses les tranches de viande. Bientôt, l'odeur de la viande et celle du miel emplissent la grotte. Quant à l'angiu, elle repose tranquillement sur la peau d'ours, la forte fièvre est tombée et sa respiration est devenue régulière. En voyant cela, un sentiment de soulagement monte en toi. Enfin, tu as survécu. Avec la pointe de ton poignard, tu coupes un petit morceau de viande grillée, le refroidis un peu en soufflant, puis le mets dans ta bouche. Le jus de viande au miel explose instantanément sur ta langue. Tout en mâchant, tu réfléchis, demain, tu devrais pouvoir faire ton check-in, n'est-ce pas? Selon les règles du système, demain tu devrais pouvoir obtenir une nouvelle récompense. Tu te demandes ce que ce sera cette fois. Tu profites d'un moment de paix dans la grotte chaude, sans savoir qu'une tempête déferle sur le pays du dragon. À cet instant, d'innombrables yeux fixent les chiffres qui ne cessent de sauter dans le direct. Il reste 5h12 avant l'ouverture des communications. Dans le centre de commandement des opérations du pays du phare, plusieurs hauts responsables discutent des contre-mesures. Après l'ouverture des communications, informez tous les participants, où qu'ils soient, de se rassembler immédiatement dans les montagnes centrales. Tuez tous citoyens du pays du dragon sans exception. De plus, le pays du soleil levant et le pays du kimchi doivent aussi enrager de rage.